Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tinti. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas dit. On fait une petite pause aujourd'hui dans les vlogs pour faire un point lecture car j'ai des lectures personnelles sur le côté dont il faut que je vous parle depuis un bon moment maintenant. Et pour certaines ça remonte déjà pas mal donc il faut vraiment que je le fasse rapidement pour éviter d'en perdre trop car en plus ce sont 4 excellentes lectures. Et les autres, j'en ai déjà parlé dans les daily vlogs, donc je serai un peu plus rapide. J'en parlerai également à la fin pour ceux qui ne regardent pas les daily vlogs. Mais je vais commencer tout de suite par 4 lectures qui, en plus, à mon sens, sont parfaites pour l'été. La première, c'est La Maison aux Esprits de Isabel Allende, qui est un roman de 1982. Isabel Allende, c'est une autrice chilienne qui était la nièce de Salvador Allende. Salvador Allende, c'est un homme politique chilien qui a été assassiné suite à son élection en tant que président socialiste du Chili. Il a subi un coup d'état militaire et ensuite il a été tué. Isabel Allende, dans ce roman La Maison aux Esprits, nous raconte l'histoire d'une grande famille sur plusieurs générations au Chili. Le roman prend place dans 2 lieux très importants. Une grande maison dans la capitale chilienne. C'est une maison de famille, une maison bourgeoise, une famille qui fait partie quand même de la haute, qui est impliquée dans les réseaux politiques, mais du côté conservateur. Et une maison de campagne à la famille qui est un peu le début de l'histoire et qui va permettre d'engranger cette fortune qui va faire prospérer la famille. On suit donc 3 femmes, 3 générations, la grand-mère, la mère, puis la petite-fille. Totalement prenant, c'est très prenant, car ces 3 femmes sont 3 caractères distincts, mais très forts. Je pense qu'elle a réussi à écrire un roman féministe sans même que ce soit une de ses intentions premières. On sent bien qu'elle est plutôt dans le devoir de mémoire, car ça nous raconte à travers l'histoire de cette famille, l'histoire du Chili, sans jamais nommer le Chili, sans jamais donner de nom, de ville, de pays. On imagine que ce pays, que ces villes sont le Chili, son histoire y est la même, mais elle ne le mentionne pas pour essayer de maintenir comme une ambiance fantastique. J'y reviendrai plus tard sur ce réalisme magique dans le roman, car ce bouquin est souvent nommé comme une des œuvres majeures du réalisme magique. Je sais plus ce que je disais sur ces 3 femmes, mais voilà, ce sont 3 femmes fortes qui sont féministes dans leurs actes, dans leurs pensées. Elles sont progressistes. On est dans une famille de conservateurs et de plus en plus les voix deviennent progressistes. En tout cas, les voix féminines sont plutôt du côté du progressisme, du socialisme. J'ai adoré en fait suivre cette histoire chilienne à travers ces 3 femmes, à travers leur histoire, à travers leurs relations. Le côté réalisme magique, pour moi, c'est même presque plus que ça parce que c'est pas caché en fait. Le fantastique, la magie, même si elle est pas... on jette pas des boules de feu, il se passe pas des gens qui s'envolent dans le ciel ou quoi que ce soit. Enfin si, un peu, il y a quelques personnes qui s'envolent dans le ciel, mais pour d'autres raisons. Le réalisme magique, il est totalement assumé. Le fantastique est assumé en fait. On sait qu'il y a quelqu'un qui parle avec les morts. Et cette personne qui parle avec les morts, c'est pas uniquement pour le lecteur, c'est pas une relation lecteur-auteur, c'est dans le bouquin, entre les personnages, on sait que ce personnage-là parle avec les morts et elle en est convaincue et les autres autour d'elle en sont convaincus également. C'est quelque chose qui est possible et qui existe. Parce qu'il y a aussi ce folklore de l'Amérique latine, des diseuses de bonnes aventures, de petites cours occultes qui se forment autour d'une personne, de cette grande maison aux esprits justement, qui devient un peu au fur et à mesure le repère des mises à part, des laissés pour compte, de ceux qui sont sur le côté, qui se retrouvent dans cette grosse demeure qui fait partie de la grande bourgeoisie, de la caste politique, mais qui accueille, bon an mal an, tous les âmes en peine. Chaque personnage est pas cliché, mais a quand même des caractéristiques qui lui sont propres, de par son métier, de par ce qu'il fait. On est un peu comme des classes dans un jeu vidéo en fait. On a le professeur, le médecin, la diseuse de bonne aventure, le bourgeois. Ils sont un peu stéréotypés dans leur façon d'être, mais vu qu'on les suit quand même sur de nombreuses pages et que chacun a une part importante à jouer dans l'avancée de la famille, dans l'histoire de la famille, mais aussi dans l'histoire du pays, car ils sont tous plus ou moins impliqués dans cette histoire politique, et ben, ça les rend riches malgré cette petite classe stéréotypée au début. Ça a été une excellente lecture, le style est peut-être un peu vieillissant effectivement, le roman a 80 ans, c'est assez dense, il y a peu de respiration parfois dans le texte, mais
il y a une légèreté feinte, une fausse légèreté de par ces événements et de par cette famille et les intrigues familiales qui fait qu'au final la lecture se passe très très bien et que j'ai passé un excellent moment. Là où j'avais lu Plus loin que l'hiver, où on était vraiment dans un truc un peu plus comédie rocambolesque, là c'est assez grave, surtout sur la fin, où voilà, la tension politique devient de plus en plus insurmontable et insupportable. Ça devient assez grave, mais c'est quand même très plaisant à lire, surtout si vous connaissez peu l'histoire du Chili, même sans nommer les personnages. Par exemple, on sait très bien qu'il y a Salvador Allende qui apparaît, qu'il y a Pinochet, etc. Sans nommer ces personnages, on les reconnaît, même si on connaît que très peu l'histoire chilienne. Toujours dans ma volonté de lire du réalisme magique, j'ai lu l'autrice avec un A majuscule française de réalisme magique, soit Carole Martinez, avec Le Cœur cousu, qui est un de ses romans les plus connus, qui est assez épais, hein, il fait 420 pages, je le voyais beaucoup plus court à la base, mais pas du tout. Pour le coup, on est beaucoup plus dans du réalisme magique à l'image que je m'en fais, car tout le roman a un peu une allure de conte. Comparé à Isabelle Allende, où vraiment, vu qu'on était inscrit dans le réel, dans un contexte politique existant, historique, véridique, là, on est dans... Oui, si, on nous parle quand même, ça se passe en Espagne, on voit en filigrane le franquisme, etc., enfin la guerre, mais c'est encore beaucoup plus flou, même si, comme Isabelle Allende, elle ne nomme pas les lieux, la topographie, tout ça, on est quand même beaucoup plus flou que dans La Maison aux Esprits, ce qui rajoute une couche au réalisme magique, je pense. On est un cran au-dessus dans qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux quand on lit, où on ne sait pas vraiment dénouer la réalité de l'irréel, le réel de l'irréel. Et cette touche de fantastique est beaucoup plus prononcée avec, encore une fois, une lignée de femmes, une mère qui enfante plusieurs enfants, je crois 4 ou 5 au total. Peut-être un garçon et 4 filles, je crois. Bref, et ce roman, c'est l'histoire de cette femme avec ses enfants, de son mari aussi. Chaque chapitre, chaque partie de bouquin, et chaque chapitre a un nom d'ailleurs, et pourrait être assimilé à un tout petit conte, ou alors plusieurs chapitres forment un gros conte. Enfin voilà, on est un peu dans une succession de fables qui font avancer l'histoire. Il y a quand même une ligne de temps précise, on suit une chronologie qui est fixe, on suit des personnages qui le sont tout autant, qui ont un besoin d'avancer. C'est aussi le propre du roman, je pense, c'est ce chemin parcouru, le voyage, car ils vont beaucoup voyager, ils vont beaucoup avancer à pied, c'est comme un pèlerinage. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a 3 parties dans le roman, je ne me rappelle plus. Il y a 3 livres, voilà, donc il y a vraiment 3 époques distinctes, 3 lieux distincts, un village, le maquis, un nouveau pays, une nouvelle destination. Donc on est vraiment, même dans ce découpage du bouquin par le fond, par la forme, pardon, dans cette destinée, dans cette épopée, parce qu'on part d'un village, on a une partie sur le voyage et on a l'arrivée, le point final dans la 3e partie. Donc c'est construit autour de ce voyage et on voit cette famille qui évolue en fonction des lieux où elle se trouve, que ce soit au début dans un village un peu reculé, perdu en Espagne, où les cancans, les gossips et les commérages sont de mise. Ensuite, dans le voyage avec un chapitre... Ce voyage, c'est même plus une fuite, un exil, un exode même. On est dans quelque chose de plus violent, de plus triste, de plus grave, avec la guerre en filigrane. Dans le fond, on voit que le contexte politique du pays est très tourmenté et il se passe quelque chose. Les personnages s'agitent, s'affolent, la tension est de plus en plus présente. Et cette arrivée, cette destination qui est un peu comme un Eldorado, un nouveau à reconstruire, quelque chose où s'établir. Et là, pareil, des nouvelles histoires se mettent en jambes autour de ces femmes qui s'échangent une boîte de couture. La mère a reçu en héritage de sa propre mère une boîte à couture qu'elle va transmettre elle aussi à toutes ses filles, les unes après les autres. Et cette boîte est un peu magique, vous en doutez. C'est ça qui va conférer des pouvoirs à chacune des filles, qui va leur conférer chacune une capacité, un petit truc, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, car je vous dis, cette notion du voyage, moi c'est quelque chose qui me plaît pas mal, sans qu'on rentre du tout dans du développement personnel. Cette notion de voyage est souvent rattachée au développement personnel, à l'estime de soi, à l'élévation de soi, de l'âme, etc. Là non, on est plutôt du côté de la transmission de l'héritage familial, avec cette boîte qui va de main en main, de femme en femme, cette lignée de femmes très fortes, très présentes, chacune
différentes aussi, hein. Comme avec Isabelle Allende, on est avec 3 femmes au caractère bien distinct, et ben là aussi toutes ces filles sont aux opposés les unes des autres, que ce soit parce qu'on est dans un roman de réalisme magique, donc les images ont beaucoup de sens, donc que ce soit dans la couleur des cheveux, dans la forme du visage, dans la corpulence, dans la morphologie, ce sont des détails qui veulent dire beaucoup, qui ont une signification et qui sont liés au pouvoir magique de chacune de ces filles. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand l'apparence transpire même de cette magie. Donc c'était une excellente lecture. Pareil, pas toujours simple à lire parce que pour le coup c'est pas vieillissant comparé à Isabelle Allende. C'est pas ça qui rend le livre un peu dur, c'est que c'est un peu fantasmagorique, un peu poétique. Il y a des chapitres très éthérés où on comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est un peu flou, c'est un peu brumeux. Il y a cette magie qui est très présente, ce côté fable aussi, où on pense que des choses ont une importance et pas forcément, et ce qui est plutôt de l'insignifiant devient signifiant, donc c'est en dualité, et ça accroche un peu à la lecture. Faut persévérer un peu, c'est pas non plus insurmontable, loin de là. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette famille, à marcher avec eux en fait, hein. Tu marches avec tous les membres de cette famille. On se plaît à détester certains personnages et à en adorer d'autres, et on est très triste de les quitter à la fin, mais ça pareil, dans Isabelle Allende, j'ai été dévasté quand j'ai quitté ces 2 familles, ces 2 fresques familiales que j'ai adorées. Et évidemment, les 2 se passent dans des pays chauds, que ce soit l'Espagne ou le Chili, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est parfait pour l'été, c'est des lectures qui... L'histoire familiale, la fresque familiale sous le soleil brûlant, avec un contexte un peu explosif qui nous fait malgré tout tourner les pages, même s'il y a un côté un peu magique qui est plutôt dans le sens de nous perdre. Et bien il y a quand même un côté page-turner dans ces 2 lectures, enfin, en tout cas dans Isabelle Allende, un peu moins dans Cœur cousu, mais qui me font dire que c'est parfait pour l'été. Dans un tout autre registre, Yukio Mishima, Confession d'un masque, je l'ai enfin lu, et j'en suis ravi. J'ai corné une page, attendez, j'ai envie de le relire. Ah oui, c'est une citation qui est très, très pessimiste en amour. Ne peut-on supposer que se cache là l'un des arcanes de l'amour? Qu'au plus profond de l'amour circule le désir ardent et irréalisable de devenir absolument identique à l'autre? Que, fouetté par ce désir, l'on aboutisse à une divergence tragique pour avoir tenté d'inverser les pôles, en rendant l'impossible possible? En d'autres termes, dans la mesure où l'amour mutuel ne peut jamais déboucher sur une parfaite identification à l'autre, n'existe-t-il pas un mécanisme psychique poussant 2 amoureux, paradoxalement, à accentuer ne serait-ce qu'un peu leur différence, ces points de divergence pouvant même servir à des fins de séduction? D'ailleurs, chose désolante, toute similitude s'abolit aussi vite qu'une illusion fugitive. En effet, même si une jeune amoureuse se fait plus hardie, un jeune amoureux plus timide, viendra toujours le moment où, dans leur tentative pour se ressembler, leurs 2 existences finiront par se croiser et s'écarter l'une de l'autre, pour fatalement s'envoler vers le lointain, un lointain dénué de tout objet. Confession d'un masque, c'est un roman autobiographique de Yukio Mishima. Le personnage s'appelle Koshan, s'appelle pas Yukio Mishima, mais c'est exactement la vie de Yukio Mishima. On va suivre un jeune garçon qui, dans un magazine d'art, va trouver une image de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, saint martyr, corps nu, ensanglanté, accroché, percé de flèches, qui va se relever et qui à une certaine époque de notre histoire va symboliser l'homosexualité par justement cette physique du corps musclé, martyrisé, de ce corps nu aussi, de cet homme nu. C'est une vision de l'homosexualité très dérangée, même rejetée, refusée. Tout au long du roman, le personnage principal va lutter contre ce désir qu'il ne veut pas, qu'il n'accepte pas. Il va même tenter de côtoyer des femmes, d'épouser des femmes, de côtoyer une femme, jusqu'à peut-être même l'épouser. Il va totalement rejeter son homosexualité. Donc c'est une vision de l'homosexualité que j'ai du mal à lire, que j'ai du mal à accepter, mais qui est nécessaire parce que ça a été la pensée de milliers d'hommes. Ça se rapproche par exemple de Maurice de Forster, où pareil, dans ce bouquin, on est avec 2 hommes, surtout un qui rejette totalement cette homosexualité, parce que début du XXe siècle, le bouquin a dû être écrit au début des années 30-40 je pense, un peu plus tard, 1958, mais oui, parce qu'en 1930 il avait 5 ans, il est né en 1925, Mishima.
C'est sur l'édition originale de 1949, donc ouais, voilà, 1950 ce texte. Donc c'est... et puis s'il est lui né en 1925, son désir, c'est peut-être son désir sexuel, s'est révélé en 1935, quand il avait une dizaine d'années. Donc c'est effectivement quelque chose qui a 100 ans presque maintenant. C'est comme ça qu'était vécue l'homosexualité dans un Japon en plus très conformiste, très conservateur, donc d'autant plus dur dans sa société. C'est donc quand même un roman qui est, j'irai pas jusqu'à dire homophobe, mais en fait c'est très semblable à cette homophobie internalisée de certains homosexuels qui caricaturent tout simplement, ou qui réduisent l'homosexualité à quelque chose d'hypersexuel, d'hypercharnel, proche même de la viande. L'homosexualité se résume plus ou moins au corps, au sexe, à quoi d'autre, comment dire, à l'estime de soi très faible, à une certaine bestialité. C'est à chaque fois qu'il parle d'homosexualité, ou en tout cas que cette homosexualité vient à lui, c'est en premier lieu à travers le corps martyrisé de Saint-Sébastien. Ensuite, c'est à travers des jeux de BDSM, ou en tout cas des jeux dangereux, une sexualité pas dangereuse, mais une sexualité violente. Pas dans un terme moderne de BDSM qui se fait en consentement, avec un code, des règles, etc. Dans un lieu, c'est plutôt là du BDSM pas forcément consenti, peut-être très violent, proche de la mort, tout ça. Donc on est vraiment dans ce rejet extrême qui pourtant, à mon avis, va le suivre toute sa vie. Il est homosexuel et il le restera. Et c'est donc assez dur à lire, mais en même temps hyper intéressant sur un point de vue psychologique et sur une espèce d'analyse. Alors il parle beaucoup de Freud et de cette psychanalyse, tout ça. Moi, je suis un peu loin de ça, je m'y connais très peu, donc ça me passe un peu au-dessus, mais c'est vrai qu'on sent ce rejet à travers les images qu'il forme de son homosexualité et à travers la façon dont il vit son homosexualité, que ce soit de façon psychologique, interne ou même physique, avec les corps qu'il rencontre et les corps qu'il côtoie. Donc j'ai quand même beaucoup aimé pour cet aspect, même si c'est quelque chose que moi j'aime moins dans la littérature gay et homosexuelle. Pareil, il cite Jean Genet, qui est quand même assez proche aussi, je pense, de ce courant-là. On est dans un roman qui n'est pas forcément simple à lire, mais important pour comprendre peut-être comment ça se passait en 1950, enfin quand le bouquin a été publié, mais également comprendre ce rejet latent de certains homosexuels, toujours au XXIe siècle. Ce qui m'a d'ailleurs donné envie de continuer à lire du Mishima et de voir comment à travers d'autres romans peut-être son homosexualité peut transparaître, si elle est moins torturée ou non. J'ai effectivement très envie de lire Les Amours interdites, mais aussi de lire ce que peut faire d'autre, ce que peut faire d'autre l'auteur, ce que peut faire l'auteur d'autre. Ce que l'auteur peut écrire en dehors de l'homosexualité, avec Le Pavillon d'Or, qui je crois n'aborde pas du tout cette question homosexuelle. Quand je l'ai lu, je l'ai mis sur Instagram, et Margarito m'a écrit pour me dire, attention, parce que je disais que j'aimais beaucoup, que c'était quand même une excellente lecture, qu'il n'était pas la personne la plus recommandable de la Terre, qu'il s'était suicidé, je crois presque en direct à la télévision, qu'il était impérialiste, très conservateur lui aussi finalement, et ça se voit dans ce bouquin qu'il a un point de vue très conservateur, vu comment... Alors peut-être que c'est aussi de l'habitus, en tout cas de là où il vient, de sa famille, etc. Comment on dit, c'est l'habitus, je sais plus, Pierre Bourdieu, bref, en tout cas sa provenance sociologique et socio-économique, mais c'est pas quelqu'un de recommandable, et elle m'a recommandé, pour le coup, Margarito, une BD qui s'appelle Ma mort est mon chef-d'œuvre,
et qui retrace la vie de Mishima et qui raconte à quel point c'était pas forcément une personne hyper recommandable. Donc j'ai très envie de lire cette BD. Et enfin, j'ai également enfin lu, depuis le temps que je vous en parlais, pas les œuvres complètes de Sylvia Plath, mais La Cloche de Verre ou La Cloche de Détresse en fonction des traductions. Moi j'ai lu La Cloche de Verre, donc c'est la traduction de Audrey Van de Sant, révisée pour les œuvres complètes de Sylvia Plath, donc je pense que c'est assez récent. Ça doit pas être la traduction originale, 2011. Oui, parce que la traduction originale date de 1972, et donc c'était la cloche de détresse à l'époque, et maintenant c'est la cloche de verre. Dans la cloche de verre, on va suivre un personnage qui est également plus ou moins semblable à Sylvia Plath, c'est à mon avis largement autobiographique. C'est une jeune femme qui gagne un concours d'écriture et qui donc avec 11 autres jeunes femmes va passer l'été à New York dans un magazine féminin pour écrire des papiers, je crois, ou écrire des nouvelles, de la poésie, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ils vont travailler en tant qu'assistante éditoriale ou un truc dans le genre, dans ce magazine féminin. Donc, nous, on suit un personnage principal qui vient d'un petit village un peu de province, voilà, qui a fait ses études, qui a eu des bourses pour pouvoir aller à l'université, qui vient d'une famille assez pauvre, que ce soit culturellement, économiquement, tout ça. Et elle se retrouve propulsée dans ce New York un peu flamboyant, où dans le journal où elle travaille, ils vont aller de soirée en soirée, de cocktail en cocktail, de boîte de nuit en boîte de nuit, et elle va un peu perdre le fil de sa vie. Il va se passer un événement assez traumatisant dans la vie de ce personnage principal qui va faire basculer le roman dans une autre histoire qui va devenir du coup beaucoup plus sombre, même si en fait cette première partie où on est dans le faste de ce New York des années 50-60 est très étrange, très malaisant. On sent bien que ces jeunes femmes, elles ont une mauvaise influence du milieu, et en plus de ça, elles sont utilisées par des hommes ou par des personnes qui ont du pouvoir autour d'elles. Elles se perdent dans ce pouvoir et ce faste. Et donc, c'est un été très chaud à New York, un été étouffant. Je crois d'ailleurs que c'est l'Incipit. C'était un été étrange et étouffant. L'été où ils ont électrocuté les Rosenberg, et je ne savais pas ce que je venais faire à New York. Voilà, dès le début, on sent qu'il y a cette cloche de verre qui étouffe New York, qui étouffe le roman, qui étouffe le personnage principal. On est enfermé avec elle, et on est de plus en plus enfermé avec elle au moment où elle commence à perdre pied dans sa vie. Le personnage principal a des soucis de dépression, des soucis mentaux, des maladies mentales. Elle va donc subir des traitements. Vous imaginez les traitements qu'on peut lui faire subir dans ces années-là. On ne soigne pas les maladies mentales à coups d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Les maladies mentales sont traitées beaucoup plus violemment et durement dans des établissements spécialisés. Donc voilà, on est encore plus enfermé avec ce personnage. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, ça m'agace de plus savoir. Esther, le personnage s'appelle Esther. On est avec les pensées d'Esther qui... Elle délire pas, mais elle est dans un flou constant, dans un espèce de brouillard. Et donc, c'est dur à lire. C'est dur à lire parce que on voit également la place de la femme. Elle a envie de s'émanciper, mais à côté de ça, on ne peut pas l'empêcher de la réduire à épouser quelqu'un, à se marier pour faire un foyer, faire des enfants. On sait que c'est aussi un peu ce qui a tué Sylvia Plath, son mariage avec Ted Hughes, ces deux enfants qui l'ont menée au suicide, et jusqu'au bout, elle a joué un peu le rôle de l'épouse parfaite jusqu'à se suicider dans sa cuisine après avoir donné le goûter à ses enfants. Donc c'est... Au regard de la vie de l'autrice et de comment elle a terminé, ce roman a été écrit quelques mois ou quelques années avant son suicide. On voit que ce suicide était annoncé presque dans ce roman, que ces troubles mentaux, ces maladies mentales étaient totalement exposées et éclairées. Elle s'était déjà révélée dans ses écrits, donc ça rend la lecture encore plus dure et tragique. Mais c'est un parfait exemple de cette société américaine viciée et un peu pourrie des années 50. Donc même si ça a été dur, même si on est dans une écriture des années 50 où donc même Sylvia Plath, à travers ces jeunes filles un peu péteuses, critique les corps obèses, les corps qui sont différents, les peaux noires,
tout ce qui sort du cadre de la jeune fille blanche qui va devenir une épouse modèle est critiqué et mise à la marge, mais en même temps c'est aussi le propre de son personnage et des filles qui l'entourent. On est avec cette petite société, voilà, on est avec ces jeunes femmes un peu désagréables, et c'est aussi ce que je pense l'autrice recherche à faire, c'est à nous faire détester ces jeunes femmes. Donc c'était quand même une bonne lecture et ça me donne envie de continuer les œuvres de Sylvia Plath, ça c'est sûr et certain. De lire peut-être, parce que je crois que dans cette œuvre, il y a des textes non fictionnels de l'autrice, des articles qu'elle a écrits ou des choses beaucoup plus... même si là c'est très proche de sa vie, mais beaucoup plus autobiographiques directement, donc je vais les découvrir. C'était tout pour les lectures dont je vous ai jamais parlé. Ensuite, non, ça va faire trop long, donc j'ai lu 4 autres livres dont je vais vous mettre les timecodes. Non, bah non, je peux pas vous mettre les timecodes, mais j'ai lu 4 autres livres et je vais vous mettre les 4 vidéos dans lesquelles j'en parle. J'ai terminé la trilogie de La maladie de Hervé Guibert avec L'homme au chapeau rouge, qui restera pour moi la moins bonne lecture de ces 3 œuvres, mais qui n'est pas désagréable et qui a vraiment un lien sur le... Enfin, un parallèle entre le fond et la forme de l'écriture du bouquin. On parle beaucoup du faux et du vrai dans l'art, donc des vrais tableaux, des faux tableaux, et c'est aussi un peu ce qui fait avec cette œuvre autofictionnelle où on ne sait pas vraiment ce qui est faux, ce qui est vrai, donc très intéressant sur ce point-là. De la poésie avec Non-binaire de Martin Page, qui est un recueil de poésie, mais qui est presque de la prose sur le fait d'être non-binaire, de se revendiquer non-binaire et d'assumer sa non-binarité. J'ai lu une petite nouvelle de Yoko Ogawa qui s'appelle L'annulaire, un peu dérangeante, un peu glauque, parfaitement dans ce que fait Yoko Ogawa dans son œuvre, totalement inscrite dans son œuvre. Quelque chose un peu de fantastique avec un homme et une femme qui ont une relation malsaine, une ascendance hiérarchique d'un homme sur une jeune femme qui va virer au drame ou non, je vous laisse le découvrir, mais c'était très cool. Et j'ai enfin terminé aussi la trilogie de La capitale du Nord et également donc la série La Tour de Garde avec L'armée fantoche de Claire Duvivier, qui est un final en apothéose de La Tour de Garde et qui inscrit l'œuvre complète et ses 6 tomes dans l'histoire de la fantaisie française et qui est totalement mérité, qui le fait avec brio, qui clôt cette série avec brio, panache, verbe, épopée, tout ce que vous voulez. J'ai adoré, j'étais très triste de quitter tous ces personnages et je vous recommande chaudement, même si vous n'êtes pas lecteur de fantasy comme moi, ou en tout cas gros lecteur de fantasy, de vous plonger dans cette série pour les univers et les images qu'elle convoque, tant par les personnages que par les lieux visités à la lecture. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau vlog, en tout cas un nouveau daily vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vous souhaite également d'être heureux.